Eh bien, écoutez, bonjour, bonjour à tous. Merci de participer à cette première réunion, les directs du droit. On attend quelques minutes que les derniers arrivants arrivent ou se connectent pour engager ces directs du droit qui vont porter donc sur les forfaits jours. J'informe d'ores et déjà tout le monde que l'émission est donc fait l'objet d'un enregistrement et qu'ensuite vous recevrez tous un lien pour pouvoir la voir et la revoir, j'espère, tellement elle vous aura intéressé. Bien, on attend encore quelques secondes et puis on va y aller sans désemparer pendant une heure ensemble d'échange, de dialogue et de communication sur un sujet de droit qu'on va essayer de rendre le plus attractif possible. J'attends encore un petit peu, j'attends que la régie me fasse signe quand je pourrai commencer et on ira, on partira. Je vois qu'il y a encore quelques personnes qui patientent et on est en train de leur ouvrir. Myriam, tu me dis quand je peux y aller. Ah, on peut y aller. On y va? Bonjour à tous. Bien, bah, écoutez, bonjour, bonjour à tous pour ces directs du droit. Donc, permettez-moi tout d'abord de me présenter, Pierre-Jacques Castanet. Je suis avocat et spécialisé en droit du travail et par ailleurs président d'Inextinso Avocat, qui a donc le plaisir d'organiser pour vous ces directs du droit. Quelques éléments de présentation pour vous dire d'où on vient et où on est. Effectivement, Inextinso, c'est avant tout et surtout le leader indépendant en France de l'expertise comptable, l'un des plus importants. Vous voyez, les chiffres ici parlent d'eux-mêmes sur l'importance d'Inextinso. Ce qui est important de retenir, c'est que Inextinso a fait le pari de l'interprofessionnalité et donc l'idée de ne pas se contenter à l'expertise comptable, mais d'élargir la palette des compétences à 360 degrés vers le conseil en général et, vous l'aurez compris, vers le droit en particulier. Donc, nous animons toute la branche droit, toute la branche avocat au sein d'Inextinso. Alors, le réseau Inextinso Avocat, et j'en aurai terminé avant d'aborder notre sujet, c'est un réseau qui est actuellement en train de se construire, donc qui vient renforcer les juristes qui sont très nombreux également au sein du réseau Inextinso, au sein des cabinets d'expertise comptable. Et l'idée, c'est d'apporter effectivement la palette avocat, l'image avocat, et puis la possibilité d'intervenir à 360 degrés dans tous les domaines du droit. Et donc, on s'inscrit vraiment dans la constitution d'un réseau qui est à la fois interprofessionnel, puisque c'est le chiffre et le droit, mais aussi pluridisciplinaire. Et vous voyez, il y a un certain nombre d'expertises qui se présentent petit à petit. Et les prochains directs du droit, d'ailleurs, porteront sur différents sujets, pas uniquement le social. Il y aura des sujets tout à fait intéressants qui témoignent de la pluridisciplinarité de notre réseau. Voilà, j'ai été suffisamment long sur cette présentation. Venons-en, si vous le voulez bien, eh bien, à ce qui fait l'objet, qui est l'objet aujourd'hui de notre direct du droit, cette émission, comme on le dit, qui vous donne la parole pour répondre à vos questions concernant les forfaits jours. Et donc, en fait, ce que nous avons fait, c'est que nous avons reçu un certain nombre de questions. On a sélectionné celles qui nous paraissaient les plus intéressantes, les plus pertinentes et qui permettaient d'aborder comment dirais-je, le forfait jour d'une façon générale pour là aussi vous apporter des informations pratiques, pragmatiques, dans un souci d'être au plus proche de vos préoccupations et donc à la fois de répondre aux questions qui étaient posées, mais aussi de pouvoir, à tout moment, puisque c'est cette possibilité dans ces directs du droit, d'intervenir, de lever la main virtuellement, bien évidemment, et bien évidemment, on vous donnera la parole pour pouvoir vous exprimer. Donc, toute une série de questions, en fait, 8 questions que j'ai regroupées, du moins qui m'ont paru intéressantes et qui permettaient un déroulement le plus complet possible sur les forfaits jours. Alors, première question, tout de suite, immédiatement, le forfait jour apparaît comme un statut en pleine évolution. Est-ce vraiment le cas? Ben oui, paradoxalement, c'est un peu vrai cette histoire. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, les forfaits jours, ça a maintenant 25 ans. C'est les lois Aubry qui ont mis en place pour la première fois les forfaits jours. Alors, pourquoi on en parle
aujourd'hui de façon assez importante, et bien pour plusieurs raisons. La première, c'est que depuis de tout temps, en droit du travail, il y a une croyance qui est absolument incroyable, mais totalement fausse, qui est de dire, et vous l'avez sûrement entendu dans vos emplois respectifs, enfin dans vos activités respectives, les cadres n'ont pas droit aux heures supplémentaires. Eh bien, c'est faux. C'est faux parce qu'à partir du moment où on est dans le cadre d'un décompte horaire, eh bien, qu'on soit cadre ou pas cadre, on a droit à des heures supplémentaires. Ça, c'est le premier élément. Puis le deuxième élément, c'est que, bon, on sait très bien, notamment en ce qui concerne les cadres, ou du moins les collaborateurs qui ont une certaine indépendance, que tout ça est un peu vain. Comment est-ce qu'on va calculer des heures? C'est vraiment difficile déjà pour les gens qui ne sont pas très autonomes. Ça l'est encore plus pour ceux qui sont autonomes. Et aujourd'hui, et c'est ce qui vient apporter, je dirais, qui vient exacerber l'intérêt que l'on porte sur les forfaits jours, c'est qu'avec le télétravail, qui s'est généralisé, on le sait bien depuis la crise sanitaire, eh bien, le recours au télétravail a rendu encore plus difficile l'idée de contrôler les heures de travail. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce contexte-là, eh bien, le forfait jour prend tout son intérêt parce qu'effectivement, plutôt que de rentrer dans un décompte horaire, on va rentrer dans un décompte de nombre de jours. Et c'est important, pourquoi? Parce que ça veut dire que, auparavant, quand on est dans le cadre d'un décompte horaire, un salarié, il est payé à l'heure, sur une base de 35 heures par semaine, soit 151 heures, 67 par mois. En revanche, quand on parle en forfait jour, on n'est pas payé au jour. On est payé pour une mission que l'on va accomplir dans un certain nombre de jours tout au long de l'année. Et c'est la raison pour laquelle il y a une condition préalable qui est il faut qu'on soit avec des gens qui soient suffisamment autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps. Alors, tout de suite, là aussi, quand on parle d'autonomie, on ne parle pas de personnel indépendant. On n'est pas dans des professions libérales. Non, un salarié même de haut niveau, un cadre de haut niveau, n'en reste pas moins dans un lien de subordination, ce qui signifie qu'il a l'obligation de respecter un certain nombre d'instructions qui lui sont données, quand bien même dispose-t-il de cette fameuse autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Un élément à rapporter avant de continuer dans les questions, vous le savez, comment on met en place du forfait jour, il faut deux conditions, et je ne tarderai pas là-dessus. La première condition, il faut qu'il y ait un accord collectif, convention collective, un accord d'entreprise qui met en place du forfait jour, et puis ensuite, eh bien, il faut un accord individuel du salarié qui doit dire qu'il est d'accord pour travailler en forfait jour. Alors revenons-en, si vous voulez bien, à cette première question qui est, est-ce vraiment le cas en pleine évolution? Ben oui, pourquoi? Parce que figurez-vous que, mais ça dès 1988, certains n'avaient pas manqué de le relever, le principe est le suivant, c'est que quand on est en forfait jour, on doit se reposer au moins 11 heures par jour. Faites le calcul, les journées font 24 heures, ce qui fait qu'un cadre pourrait être amené à travailler 13 heures par jour. Et certains n'avaient pas manqué à l'époque de dire, attendez, vous vous inscrivez dans une réduction du temps de travail, alors que là, c'est quelque chose qui va permettre de faire travailler des cadres 13 heures par jour. Cette position, qui était ce qu'elle était en 98, finalement s'est révélée relativement vraie. Pourquoi? Parce que, et c'est tout ce qui fait l'évolution de ce forfait jour, c'est qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il n'était pas possible de faire travailler de façon permanente, cadre ou pas cadre, des gens 13 heures par jour. Et c'est la raison pour laquelle est intervenue une loi en 2016 qui est venue poser un principe qui est que la charge de travail du salarié doit être raisonnable. C'est le mot qui est employé dans la loi. Qui est employé dans la loi. Et c'est la raison pour laquelle nous allons passer immédiatement à la deuxième question. À la deuxième question, quelles sont les limites du statut en forfait jour? On le voit, je viens de vous l'expliquer, on est dans une situation où ce forfait jour répond à une vraie nécessité aujourd'hui. On comprend qu'il y a peut-être eu des abus depuis 25 ans. On comprend qu'en 2016, le législateur est intervenu pour apporter une limitation, pour dire qu'il faut que ce soit raisonnable. Et donc, effectivement, c'est quoi les limites du statut en forfait jour? Alors, quelques éléments de réponse à cette question qui a été posée et qui est tout à fait pertinente. Quelles sont les limites du forfait jour? Alors, effectivement, je vous l'ai expliqué, se reposer 11 heures par jour, c'est une chose, mais travailler 13 heures par jour, c'est peut-être beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle, par rapport à ces dispositions législatives, eh bien, la jurisprudence, et c'est tout l'intérêt, c'est pour ça que c'est un sujet d'une grande actualité, est venue apporter toute une série de contrôles pour s'assurer qu'effectivement,
la charge de travail était suffisamment raisonnable. Et en fait, on est dans la situation qui est la suivante. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une loi qui vient nous dire il faut que cette charge de travail soit raisonnable, et on a une jurisprudence qui vient nous dire oui, non seulement il faut qu'elle soit raisonnable, mais si l'employeur s'aperçoit que cette charge de travail n'est pas raisonnable, si la répartition du temps de travail n'est pas raisonnable, c'est-à-dire que si il apparaît que les gens travaillent trop, c'est-à-dire multiplient les journées à 13 heures, eh bien, il faut que l'employeur soit en mesure d'y remédier tout de suite. Pourquoi? Parce que si effectivement, et vous l'avez compris, derrière tout ça, c'est le droit à la santé, c'est la protection des salariés, c'est-à-dire qu'il faut être très attentif, le forfait jour ne peut pas être un moyen de faire trop travailler les collaborateurs au risque de porter atteinte à leur santé. Et donc, quand on dit quelles sont les limites du statut du forfait jour, eh bien, les limites sont on doit faire en sorte, et c'est toute la responsabilité de l'employeur, doit s'assurer, un, que sa charge de travail, encore une fois, est le mot raisonnable, et raisonnable, bah, vous imaginez bien que ça va être une discussion au cas par cas, premier point, et deuxième point, l'employeur doit pouvoir être en mesure, et on va en parler immédiatement, de pouvoir intervenir, c'est-à-dire de dire en quelque sorte, halte au feu, il y a trop de travail, il faut se réorganiser. Et vous avez derrière, vous savez, tout le spectre des burn-out, des surcharges de travail, etc., que l'on connaît et qui sont devenues aujourd'hui très prégnantes, notamment dans le cadre de ce télétravail. Donc, quelles sont les limites du statut en forfait jour? Eh bien, c'est faire en sorte que le salarié ne se retrouve pas, quand bien même est-il cadre, dans une situation de surtravail au risque de porter atteinte à sa santé. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh ben, la question qui vient ensuite, c'est ben, comment on fait alors pour respecter ces dispositions législatives et jurisprudentielles? Parce qu'on voit bien qu'il y a une espèce de contradiction. D'un côté, on vous demande de compter des jours, et puis dans l'autre, on vous dit, mais attention, il faut que la personne puisse se reposer. Alors, comment fait-on? Et donc, la question qui a été posée, qui est effectivement très pertinente, c'est est-ce on doit certes déclarer les jours, mais est-ce qu'on doit déclarer aussi les heures? Et est-ce qu'il y a une limite d'heures? Alors, la réponse est la suivante. Oui, clairement, il faut déclarer les jours. C'est impératif. Tout à l'heure, on verra comment, effectivement, quels sont les outils qu'on peut mettre en place pour déclarer ces jours. Mais si le salarié doit systématiquement déclarer ses heures, vous imaginez bien qu'on perd le bénéfice de la souplesse du forfait jour. Et on retombe dans les enjeux des pointeuses, on retombe dans les enjeux d'un contrôle dont on sait qu'il est vain. Et donc, la situation, elle est la suivante. Le principe est le suivant. Oui, les cadres doivent déclarer les jours travaillés, et on verra sous quelle forme, mais il ne suffit pas de déclarer ces jours, il appartient ensuite à la hiérarchie, à la société d'une façon plus générale, à la direction, de suivre ces déclarations qui sont faites du nombre de jours travaillés et de s'assurer, on va voir comment, du caractère, et j'en reviens, c'est un peu une ancienne que je ne vais pas arrêter de répéter pendant cette heure concernant les forfaits jours, est-ce que tout ça est bien, est-ce que tout ça est bien raisonnable? Donc oui, il faut déclarer, non, on n'a pas à rentrer, le salarié n'a pas à rentrer dans un décompte d'heures, en revanche, c'est à l'employeur à s'assurer que malgré tout, le salarié ne travaille pas trop. C'est un peu la quadrature du cercle, mais c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce sujet qui, vous l'avez compris, n'est pas forcément complètement simple. Alors, à partir de là, bah, on se dit, bah, c'est bien gentil tout ça, mais, et la question a été posée, mais quels outils de suivi du temps pour mettre en place un suivi RH simple, efficace et qui répond aux préoccupations légales, notamment en cas de contentieux? À côté du contentieux, avant ces questions de contentieux, l'objectif, vous l'avez compris, c'est fondamentalement la protection de la santé, les mesures de prévention que l'on peut faire pour que les collaborateurs ne se retrouvent pas dans une situation de surcharge excessive de travail. Alors, quels outils de suivi mettre en place pour assurer un suivi RH de qualité? Eh bien, je dirais que pour répondre à cette question,
suivant une bonne une formule que tout le monde connaît, je vais à mon tour vous poser des questions en tant que RH ou représentant ou dirigeant d'entreprise. Et là, dans votre fort intérieur, vous allez vous dire: «Est-ce que je suis capable de répondre à cette question?» Première question, est-ce qu'aujourd'hui, chacun d'entre vous là qui écoutez, est-ce que vous êtes en mesure, si je suis un inspecteur du travail qui arrive dans votre entreprise, est-ce que vous êtes en mesure là, à l'instant T, de me donner immédiatement le nombre de jours travaillés pour chacun de vos collaborateurs qui est en forfait jour depuis le 1er janvier 2022? Première question, c'est toute simple. J'arrive, je viens faire un contrôle du temps de travail, de la charge de travail, l'organisation du travail au sein de vos entreprises. Est-ce que vous êtes en mesure déjà de me donner le nombre de jours depuis le 1er janvier 2022? Je ne peux pas faire de test, mais je ne suis pas complètement certain que la réponse soit positive à 100%. Autre question qu'il faut se poser, si vous me répondez oui, pas de problème, depuis le 1er janvier, j'appuie pour chacune des personnes, je sais exactement le nombre. Deuxième question que je vais vous poser, est-ce que vous disposez d'un système d'alerte en cas de surcharge de travail? Ah, c'est quoi un système d'alerte? Est-ce qu'il y a au sein de l'entreprise une, une possibilité pour un salarié qui s'estime en surcharge de travail de venir dire en quelque sorte halte au feu, oui ou non? Et là, vous voyez qu'on rentre déjà dans un processus RH un tout petit peu plus compliqué parce qu'il va s'agir de mettre en place au sein de l'entreprise des canaux permettant de tirer la sonnette d'alarme sans forcément passer, vous l'avez bien compris, pour un tir au flanc ou que sais-je encore. Autre question que je vous poserai, est-ce qu'aujourd'hui la hiérarchie, par exemple, depuis le 1er janvier 2022, prenons cet exemple, serait capable très rapidement de venir dire que depuis le 1er janvier 2022, oui, il y a eu des périodes très fortes d'activité, où effectivement, les collaborateurs qui étaient en forfait jour ont été amenés à travailler de façon dense, et quand je dis dense, parfois ça peut être très dense, hein, vous avez en tête les fameux 13 heures dont je parlais, mais à côté de ça, ça n'a pas été 2, 3 mois systématiquement 13 heures par jour, ça a été moins. Donc est-ce que votre hiérarchie, la hiérarchie au sein de l'entreprise, est en mesure d'apprécier les périodes fortes, très fortes, qui sont possibles, puisqu'on peut les travailler jusqu'à 13 heures par jour. Le seul problème, c'est que si c'est 13 heures tous les jours, vous avez compris qu'on tombe dans le déraisonnable. Et puis, dernière question que je vais vous poser, le droit à la déconnexion dans votre entreprise, surtout avec la multiplication du travail, du télétravail, c'est respecté? Les gens restent connectés H24, pas H24? Qu'est-ce qu'il en est? Donc, vous voyez, toutes ces questions un petit peu directes, un peu simples, eh bien, c'est celles qu'il faut se poser si on veut mettre en œuvre de façon sécurisée du forfait jour au sein de son entreprise. Et pour se résumer, parce que c'est bien de poser des questions, mais il faut peut-être apporter aussi un certain nombre de réponses, je pense que de façon claire, du moins je l'espère, et pragmatique, il y a 4 points qu'il faut mettre en œuvre dans une entreprise pour respecter cet outil de suivi. 4 exigences qu'il faut absolument respecter, qui sont des exigences presque de bon sens, mais qui répondent vraiment à la préoccupation de cette santé au travail. La première, il faut disposer, la question ne se pose pas, il faut disposer d'un document, physique ou numérique, hein, après chacun fait comme il peut ou veut au sein de l'entreprise, d'un suivi hebdomadaire et mensuel des jours travaillés et non travaillés. Ça, c'est indispensable. On ne peut pas se priver d'avoir un document dans lequel, mois par mois, semaine par semaine, mois par mois, on va cocher, alors avec un stylo ou avec un clic, on va cocher les jours travaillés et non travaillés. Ça, c'est le premier élément. Deuxième exigence. Deuxième exigence, il appartient à l'entreprise de poser un cadre et de venir dire, soit sous la forme d'affichage, par exemple dans la Syntec, vous savez, la convention collective des bureaux d'études, il est prévu spécifiquement un affichage pour venir dire, ben voilà, une journée normale d'un enfin, d'un salarié en forfait jour, ça sera, pourquoi pas, une amplitude de 10 heures ou 11 heures, voilà, mais ça ne peut pas être normalement 13 heures tous les jours. Et donc, il est important pour une entreprise de fixer un cadre. Alors, ça ne veut pas dire que les gens ne pourront pas travailler, par exemple, au-delà de 10 heures. Ça veut dire que nous, dans notre entreprise, on considère qu'une journée normale, c'est une amplitude de 10 heures. Voilà. Bon. Ça, il faut le poser, ce cadre-là. Et ça permettra effectivement
un jour en cas de difficulté, de dire bah, effectivement, il y a eu des jours très intenses, presque qui ont pu aller jusqu'à peut-être 13 heures, voire peut-être même parfois plus, mais on sentira bien qu'il y a eu des moments où les gens ont travaillé beaucoup, mais à côté, il y a eu des journées où les gens ont travaillé beaucoup moins. Donc là aussi, poser un cadre. Ça, c'est le deuxième principe. Troisième exigence pragmatique, il faut avoir des dispositifs d'alerte. Un dispositif d'alerte, c'est que il faut pouvoir dire, alors ça fait partie soit de chartes, soit d'éléments, de notes de service, etc., qui sont mises en place notamment si vous en avez avec les CSE ou avec le salarié. Il faut permettre à un salarié de pouvoir dire halte au feu. C'est fondamental, ce dispositif d'alerte. On ne peut pas s'en dispenser. Et puis, quatrième élément, donc après le document qui est un document de suivi, le cadre que l'on va poser pour dire une journée de travail dans notre entreprise, c'est en gros tant d'heures. Ça commence à 9 heures, ça se termine. Alors, je n'ai jamais arrivé à trouver 10 heures en le faisant comme ça de mémoire, mais de poser ce cadre-là. Troisièmement, des dispositifs d'alerte. Et puis, enfin et surtout, des entretiens. Ces fameux entretiens qui sont aujourd'hui à la base de la sécurisation des forfaits jours pour les entreprises. Ça veut dire quoi des entretiens? Ça veut dire qu'on ne se contente pas de renvoyer la responsabilité aux salariés qui, bah, si éventuellement vous vous sentez pas bien, vous pouvez faire une alerte. Ça ne suffit pas. Il faut pouvoir rencontrer régulièrement le collaborateur, dans le cadre notamment, pourquoi pas, des entretiens annuels d'évaluation, mais il ne faut pas en faire qu'un seul. Hein. La jurisprudence vient nous montrer qu'on est au moins à 2, voire un peu plus, dans lequel, à un moment donné, on pose la question de la répartition du temps de travail, de la répartition du travail au sein pour le collaborateur dans le cadre de son poste. Et là aussi, vérifier dans vos entretiens annuels d'évaluation, parce que j'imagine que vous en avez tous, vous en mettez tous en œuvre, est-ce que vous avez une question qui porte sur ce sujet-là de l'équilibre, hein, de façon générale, en termes moins juridiques, on parle d'un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Est-ce qu'il y a une question qui est posée à ce sujet-là? Et voyez derrière toute l'idée qu'il y a, parce que si effectivement pendant 5 ans, vous avez posé à chaque fois, 2 fois par an, la question à un collaborateur qui a eu un RAS, comprenez que vous êtes dans une position peut-être un peu plus, je dirais, si ce n'est confortable, du moins plus sécurisé, si un jour on vient vous dire, mais attendez, j'étais en surcharge de travail, j'étais en burn-out, c'est la faute de l'entreprise, etc., etc. Donc, voilà, pour répondre très précisément à cette question des outils de suivi, un, vous posez des questions, deux, mettre au point, au moins, ces 4 exigences, un document de suivi, un cadre sur qu'est-ce que c'est qu'une journée de travail dans l'entreprise d'une façon générale et à peu près normale, des dispositifs d'alerte, c'est-à-dire la possibilité, dans certaines entreprises, c'est le fameux numéro vert, ou je ne sais plus quelle est sa couleur, bref, et puis surtout, ces fameux entretiens dont bien évidemment il faut conserver, la trace. Voilà donc cette question qui était posée et qui va en amener, comment dirais-je, qui va en amener une autre, qui dit comment est-ce qu'on va prouver le suivi des forfaits en cas de conflit sans mettre en place une pointeuse ou son équivalent? Parce que vous l'avez compris, toute cette histoire et toute ces forfaits jours, c'est de ne pas retomber, alors je ne vais pas employer le terme d'enfer, mais parce que ce serait injuste, mais l'idée c'est de ne pas justement tomber dans le pointage qui est d'abord pas très très bien supporté, notamment par les gens qui se prétendent, et souvent à raison, autonomes. Donc, comment on fait? Si on n'a pas de pointeuse, comment on fait? Eh bien, là aussi, on est dans quelque chose qui doit être très pragmatique, c'est-à-dire que quand je parlais du document de suivi tout à l'heure, eh bien, il est clair que ce système autodéclaratif du suivi, eh bien, il faut qu'en quelque part, il y ait la signature ou l'engagement du salarié. Ça ne peut pas être un constat patronal. Ça doit être une initiative du salarié qui va déclarer, et on verra ce qu'il doit déclarer, qui doit déclarer les différents jours où il a travaillé. Donc ça doit venir du salarié qui s'engage sur le nombre de jours qu'il a fait. Et bien évidemment, il faut s'assurer que ce que fait ce salarié, ce qu'il a déclaré sur un papier, ou sur de façon digitalisée, ne peut pas bien évidemment être modifié unilatéralement par l'entreprise par la suite.
Donc là aussi, il y a toute une série, toute une situation comment dirais-je, de traçabilité, de conservation de l'ensemble de ces documents qu'il faut au moins conserver 3 ans, parce que derrière tout ça, ça peut être des demandes d'heures supplémentaires et ça se prescrit par 3 ans. Donc là aussi, conserver tous ces documents papier ou digitaux au moins 3 ans. Alors, là aussi, quelques points au quotidien. Je vous rappelle que dans ce genre de situation, l'employeur est parfois seul parce qu'il n'a pas de représentant du personnel, mais vous savez que dans les entreprises qui ont au moins 11 salariés, eh bien, il y a un CSE. Eh bien ça, vous voyez, ces modalités de documents que l'on met en œuvre, il faut en parler avec le CSE. Il faut qu'à un moment donné, il y ait un point à l'ordre du jour d'un CSE. Comment est-ce qu'on s'organise au sein de notre entreprise pour assurer ce suivi, ce système auto-déclaratif de la part, comment dirais-je, de la part des salariés. Donc voilà, là aussi, vous avez pour vous, si vous avez un CSE, ça doit être pour vous un outil et un moyen d'élaborer effectivement tous ces systèmes qui permettent de contrôler bien sûr le travail, mais surtout la charge de travail. Et puis, autre point également qu'il vous faut voir et sur lequel vous devez être absolument attentif, c'est celui du fameux droit à la déconnexion. C'est un vrai sujet, hein, le droit à la déconnexion. Et je peux vous assurer, il se trouve que par ailleurs, je suis conseiller prud'homme et je vois passer beaucoup de contentieux, de gens qui profitent, et c'est normal, ils sont à leur travail, enfin ils sont en télétravail, et en fait ils vont jamais se déconnecter. Et après, c'est facile, la traçabilité est incroyable à ce niveau-là, de pouvoir dire je suis resté tard le soir, le week-end, des week-ends entiers, etc., etc. Donc vous voyez que ça peut mettre l'entreprise dans une situation relativement difficile. Donc, pour répondre à cette question, comment prouver le suivi des forfaits en cas de conflit, sans rentrer dans le système de la pointeuse? Eh bien, pensée contradictoire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une déclaration qui soit faite par le salarié, et puis c'est bien lui qui l'a fait, hein, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas le chef de service, c'est pas le N+1, mais derrière, il faut que ce soit validé, bien évidemment, par le chef de service. Et donc, là aussi, inspirons-nous de ce que peuvent dire les partenaires sociaux, parce que c'est toujours source comment dirais-je, d'exemples et de pratiques qui peuvent être intéressantes. Il y a un certain nombre de conventions collectives qui, là-dessus, viennent dire que le forfait annuel en jours doit s'accompagner d'un décompte des jours travaillés au moyen, et retenez cette formule, d'un suivi objectif. Donc on n'est pas comment dirais-je, dans quelque chose qui est aléatoire, d'un suivi objectif, fiable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être modifié du jour au lendemain par une main étrangère qui viendrait modifier les comptes qui sont faits ou les déclarations qui sont faites par les salariés, et contradictoire. Et quand on dit contradictoire, c'est-à-dire que eh bien, le salarié a affirmé quelque chose, l'employeur comment dirais-je, l'a validé, et donc on a quelque chose qui a une vraie valeur parce que ça a été partagé entre le salarié et l'employeur. Donc voilà, c'est ça qu'il faut pouvoir mettre en place, et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, avec les outils qui existent, c'est quelque chose qu'on peut arriver à mettre en place. Alors, il y a un certain nombre d'applications qui existent, hein, et je ne saurais trop que vous les recommander pour pouvoir comptabiliser tous ces aspects-là. Mais encore une fois, vous l'avez compris, le forfait jour, ça n'est pas le fait de laisser ses collaborateurs la bride sur le cou de façon permanente. Il y a toujours derrière cette notion de contrôle et cet équilibre qui doit être trouvé entre l'autonomie de vos collaborateurs qui sont autonomes parce qu'ils sont au forfait jour, ou qui sont autonomes parce qu'ils sont itinérants, ou qui sont autonomes parce qu'ils sont sur des missions où on n'a pas besoin d'être derrière eux. Bref, c'est une véritable autonomie, c'est bien, c'est ce qui va justifier la mise en place d'un forfait jour, mais vous ne pouvez pas vous dispenser derrière d'avoir cette gestion du contrôle, parce qu'on est toujours dans un principe qui reste fondamental en droit du travail, qui est celui du lien de subordination et donc du contrôle du travail qui est mis en œuvre. Alors, je n'ai pas vu mon écran, j'ai demandé à Myriam, il n'y a pas de questions peut-être déjà posées, je ne le vois pas là. Alors, s'il y a une question de Madame Hubert, elle n'a pas de Oui. micro, elle ne peut pas s'exprimer. C'est comment sont comptés, considérer les jours de maladie, accident du travail ou absence pour enterrement de proches? Eh bien, écoutez,
on va arriver je vais arriver à ces différents détails pour savoir qu'est-ce qu'on compte en fait, effectivement. En fait, c'est effectivement une vraie question. Alors, tout d'abord, et je vais répondre à la question, qu'est-ce qui doit figurer sur le bulletin de paie? Figurez-vous que, au terme de la loi, peu de choses finalement. Peu de choses. La seule chose, mais il faut la mettre, c'est que il faut indiquer que, au lieu, vous savez, sur la ligne 151h67, hein, tout en haut du bulletin, il faut qu'il y ait une ligne qui s'appelle forfait en jours. Et ce qui est important, c'est de mettre le nombre de jours sur l'année. 218, c'est souvent le nombre, c'est le seuil légal. Il y a un certain nombre de conventions collectives ou d'accords d'entreprise qui peuvent prévoir moins parfois, mais il faut mettre ce nombre de jours dans l'année. Donc c'est un forfait, une rémunération forfaitaire mensuelle de X euros en haut de bulletin pour un forfait jour de 214, 216, 218 jours, bref. Mais il faut qu'il y ait cette information. En revanche, il n'y a pas légalement d'obligation sur le bulletin de paie de faire apparaître le décompte des jours travaillés, le décompte des jours qui resteraient à travailler, le décompte des jours de repos. Mais il est clair que si vous avez, je dirais, soit un système en interne, soit un prestataire en matière de paie, et donc je sais que nous, on le fait sur une extension, on est complètement en mesure de paramétrer ces informations. Parce que vous avez compris que ces informations, si elles ne sont pas obligatoires, elles contiennent quand même, elles permettent d'avoir, on emploie le mot tableau de bord ou dashboard, je crois maintenant, ça permet effectivement pour le salarié, mais aussi pour l'employeur, eh bien, d'y voir clair. Et rien n'interdit, et ça doit pouvoir être paramétrer dans vos différents, comment dirais-je, avec vos différents prestataires, on doit pouvoir paramétrer le nombre de jours qui ont été travaillés dans le mois, mais pas le nombre de jours théoriques. Là, au mois de mars, il y avait, je crois, 23 jours qui pouvaient être travaillés. Mais ça ne veut pas dire que le cadre a travaillé 23 jours. Il faut donc que soit donné au service de paye l'information du nombre de jours exacts travaillés. Et puis, tant qu'on y est, combien il y a eu de jours travaillés depuis le début de l'exercice? Si ça a commencé le 1er janvier, on parle du 1er janvier. Si c'est le 1er juillet, on parle du 1er juillet, bien évidemment. Et puis, bien évidemment aussi, quel est le nombre de jours restants à travailler? Et donc, pour répondre très précisément à la question, comment dirais-je, à la question posée, des informations obligatoires, une, qui est le nombre de jours théoriques pour lequel on a un salaire qui est prévu mensuellement, mais la préconisation que l'on vous fait, c'est justement sur la base des informations dont on a parlé tout à l'heure, sur la base des décomptes qui ont été mis en place en interne, eh bien de faire remonter cette information au service paye pour que vos collaborateurs disposent d'une information fiable, précise, et puis même pour eux, ça leur permet de peut-être mieux s'organiser. Donc, voilà la réponse à cette question. Alors maintenant, pour répondre à la question posée, qui faisait partie également des questions qui nous avaient été, qui avaient été posées, comment est-ce qu'on compte tout ça? Ce qui est effectivement attendez, hop, voilà, qui est effectivement une vraie question. Alors, pardonnez-moi un tout petit peu de points techniques. Oui, clairement, il faut différencier la nature des jours travaillés des jours non travaillés. Ce qui compte, vous l'avez compris, premier chef, c'est le nombre de jours travaillés. Pourquoi? Parce que on va payer un salaire, un forfait, un cadre ou un salarié autonome, on va lui payer un salaire pour faire une certaine mission dans un certain nombre de jours. Et donc, ce qui compte, l'information qui compte, c'est le nombre de jours travaillés, avec ce seuil, ou cette limite plus exactement, qui est 214, 216 ou 218 par rapport à la loi. Donc, votre information principale, fondamentalement, s'il n'y en avait qu'une, c'est quel est le nombre de jours travaillés. Ensuite, il y a les autres jours, les jours qui ne sont pas travaillés. Alors là, pardonnez-moi, ce n'est pas que du jargon, mais on ne parle pas de RTT en matière de repos pour les cadres. Deux mots d'explication. Pourquoi on parle de RTT? Les RTT, c'est les jours de réduction du temps de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un travaille 39 heures,
Je ne parle pas des forfaits jours, hein, je parle de salariés qui sont soumis à l'heure. Quand il travaille 39 heures et qu'il est payé 35, vous avez bien compris qu'il est payé 4 heures de trop dans une semaine. Et en fait, il va avoir des jours de compensation. Comme il a trop travaillé, il a travaillé 4 heures de trop, eh bien, ces 4 heures vont s'additionner tout au long de l'année. Et c'est comme ça que parce qu'il aura travaillé 39 heures, il va acquérir des jours de compensation. Et je vous rappelle qu'un salarié qui aujourd'hui travaille 39 heures par semaine et qu'on va payer en moyenne 35, va avoir droit, en plus de ces jours de congés payés, hein, les 25 jours classique de congé payé, va avoir droit, alors ça dépend de la façon dont on compte, mais on est entre 19 et 21 jours de repos, enfin 21 jours de compensation, ce qui est très 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 important. Et c'est toujours à comparer par rapport aux jours de repos des cadres. Le cadre, lui, il doit travailler 214. Il n'acquiert rien du tout. Il faut qu'il fasse ses 214 ou ses 218. Et donc, les jours qui ne sont pas travaillés, eh bien, c'est quoi? C'est soit des jours de repos au titre du forfait jour, c'est-à-dire des jours de repos qu'il va prendre pour rester dans les 218, c'est ces fameux jours de repos, et d'une façon générale, on considère si on fait 365 jours, qu'on rajoute les samedis et dimanches, qu'on rajoute la dizaine de jours fériés et puis les 25 jours, de congés payés, on arrive à environ 10 jours. 10 jours de repos. Mais vous avez compris qu'en fonction des jours fériés, ça peut être plus ou moins 10 jours. Donc, il ne faut jamais, bien évidemment, et là je le dis pour les RH dans les contrats de travail ou même dans un accord collectif qui est passé, figer le nombre de jours de repos parce qu'il va varier d'une année sur l'autre. Parce que ce qui compte, c'est le nombre de jours travaillés. Donc, je reviens à ce que j'indiquais. Vous allez avoir, quand la personne ne travaille pas, ben vous allez vous poser la question suivante, est-ce que ce sont des jours de repos? Ben oui, jours de repos, parce que ce sont des jours qui viennent en déduction comment dirais-je, qui vont permettre qu'on ne travaille que 218 jours dans l'année. Mais c'est peut-être aussi des congés payés. Et là, pour le coup, il y a une différence parce que les congés payés, vous savez que c'est un droit et il faut qu'au bout du compte, on arrive à 25 jours de congés payés dans l'année. Et puis les congés payés, vous savez qu'ils doivent être pris par certaines périodes, il y a un ordre de départ des congés payés, etc., etc. Donc il est important dans les décomptes que le salarié vous dise, est-ce que c'est mes jours de congés payés? Si oui, ça va répondre à un certain processus. Est-ce que ça répond à l'ordre des départs, est-ce que ça va générer ou pas des jours de congé de fractionnement parce que ça a été pris en dehors des périodes habituelles, etc. Donc il est important de montrer que ce sont des jours de congé payés. Et puis tout le reste, eh ben, quelqu'un qui est en maladie, il est en maladie, c'est un jour off, comme on dit. Alors on peut mettre maladie, c'est intéressant parce que ça va permettre, si on met maladie par exemple, ça permettra de s'assurer que peut-être passer un certain nombre de jours, est-ce qu'il est toujours est-ce qu'il a toujours un droit à un maintien de salaire, etc., prévu par la convention collective? Et puis c'est tout. Et donc, tout ce qui n'est pas jour de congé payé, jour de maladie, ce sont effectivement des jours de repos qu'il faut mentionner comme tels et qu'il faut pouvoir déterminer. Et c'est ce qui va permettre effectivement, au bout du compte, de s'assurer que la personne ne travaille que 214 jours. Donc, là aussi, dans, dans le décompte que vous allez faire, ce que l'on fait souvent, c'est que, souvent sous forme de code, bien, en fonction de la qualification du jour, il faut mettre la bonne qualification. Soit c'est un jour de repos et qui est, comme je l'ai indiqué, pour être toujours dans les 214 jours ou 218 jours, soit c'est un jour de congés payés. Vous savez que ces congés payés s'acquièrent, se gèrent d'une façon différente, donc il faut effectivement le préciser. Et puis, bah, si c'est des jours de maladie, ce sont des jours de maladie, on l'indique, et puis c'est tout. Donc voilà, ce qu'il faut absolument indiquer, c'est important de le préciser dans vos différents documents, parce que si on ne le précise pas, bah, vous êtes dans le brouillard le plus complet et vous ne savez pas effectivement où vous en êtes par rapport à ce que prévoit la loi, puisque vous l'avez compris, si comment dirais-je, si les congés payés ne sont pas respectés, bah, ça pose un problème parce que vous allez avoir un crédit de congé payé qui ne va pas être utilisé, vous allez avoir un salarié qui va travailler trop. Bon, bref, donc de tout ça, il y a cette gestion qui doit être faite tout au long de l'année et qui,
nous conduit en fait à la dernière question posée. Excusez-moi. Je t'interromps un peu Pierre-Jacques, Oui? on a des questions sur le Ah chat. alors Donc allons-y. ce que je te propose, c'est peut-être de traiter la dernière question et Oui, après on répondra aux questions du chat. avec grand plaisir, avec grand plaisir. Alors je traite la dernière question. Voilà. Et ben voilà, et la dernière question, c'est bien gentil tout ça, mais on arrive vers fin novembre, début décembre, et puis on s'aperçoit que le compteur a explosé. Donc comment faire? Et c'est là, si vous voulez, et la question est là, comment peut comment imposer, de poser régulièrement des jours pour garantir justement le fait de ne pas dépasser les 214 jours? Alors c'est là que vous l'avez compris, eh bien, à cette question qui est une question très, 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 très pratique, c'est tout l'intérêt de pouvoir avoir un suivi tout au long de l'année. C'est l'intérêt pour la hiérarchie et pour le salarié d'avoir le tableau de bord dont je parlais tout à l'heure pour permettre, et je pense à la direction, à un moment donné, d'avoir un œil, je dirais, sur le déroulé des jours de travail pour s'assurer qu'on n'est pas dans une situation où le salarié n'aura pas les moyens de s'arrêter parce qu'il n'y aura pas suffisamment de jours dans l'année. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Un, l'intérêt, et vous voyez que là, cet intérêt, ce n'est pas un intérêt théorique ou de juriste qui veut embêter le monde. L'idée d'avoir comment dirais-je, un décompte régulier, ça vous sert de tableau de bord, de pilotage de vos différents forfaits jours pour vous assurer que ils vont pas dépasser les différentes limites. Et puis, si vous vous apercevez que vous avez un collaborateur qui ne prend pas suffisamment de congés, parce que c'est ça l'enjeu, alors qu'est-ce qui se passe? Alors là, je dirais qu'il faut être là aussi très clair. Le principe, c'est que le salarié est autonome. Donc, quand je dis autonome, il est maître de son organisation et de son temps, donc de son emploi du temps. Donc, il n'a pas comment dirais-je, il fait un peu ce qu'il veut, sauf que ça vient contrecarrer l'intérêt de l'entreprise et qui peut parfois considérer qu'il y a des moments où la personne doit être présente. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, eh bien, la réponse pragmatique est la suivante. La première, parce qu'on est face à des gens qui sont autonomes d'un certain niveau, etc., c'est la concertation. Et lisez toute tous les accords qui existent dans les conventions collectives, dans les accords de branche, pour poser ces fameux jours de repos, il y a toujours cette nécessité d'une concertation entre le salarié et sa hiérarchie. Donc, concertation, très bien. Et il est toujours écrit, par ailleurs, concertation qui se fait tout en respectant l'intérêt de l'entreprise. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, je vais le dire de façon un peu brutale, vous avez ce pouvoir de direction, vous avez ce pouvoir de subordination, et donc vous avez complètement la possibilité, je ne parle pas, vous voyez, des congés payés, puisque vous savez que les congés payés, il faut les poser, enfin il y a des ordres, on ne peut pas les poser du jour au lendemain. En revanche, vous avez la possibilité, si effectivement vous apercevez que la personne ne prend pas suffisamment de repos et qu'on va se retrouver dans une position, je dirais, excessive en fin d'année, d'imposer des jours de repos. Alors avant de le faire de façon manu militari, bien évidemment, l'idée c'est peut-être de rechercher cette fameuse concertation, mais vous avez la main parce que qu'est-ce qui se passe si on a trop travaillé dans l'année? Eh bien ça va générer non pas des heures supplémentaires, mais ça va générer des jours de repos supplémentaires qu'il va falloir rémunérer. Et là, on rentre dans quelque chose qui va coûter de l'argent. Et donc, l'idée, c'est de l'anticiper pour que, effectivement, on ne soit pas dans une situation où la personne travaille trop, parce que si elle travaille trop, je reviens à ce que j'indiquais tout à l'heure sur les questions de santé. Donc, clairement, oui, il faut avoir, j'ai un peu comme le lait sur le feu, si vous voulez, il faut avoir les tableaux de bord de chacun de ses collaborateurs à vue, à disposition, pour s'assurer qu'il n'y a pas de situation comment dirais-je, de situation d'excès et de surtravail. Et là, vous voyez tout ce que j'indiquais tout à l'heure, qui paraissait peut-être à d'aucuns théorique ou pas pratique, c'est là que les entretiens 2 fois dans l'année, ça permet de faire un premier point sur comment ça se passe au 30 juin, trop travaillé, pas assez travaillé, comment va s'organiser la deuxième partie de l'année, est-ce qu'il y a des situations de surcharge, bref, le forfait jour, vous le voyez encore une fois, c'est une invention que je trouve extraordinaire, qui est venue apporter des simplifications incroyables pour les RH, mais ça doit se gérer de façon excessivement responsable, avec beaucoup de doigté
et de ne pas confondre, je dirais, liberté totale, et alors que l'entreprise derrière tout ça doit s'assurer du contrôle, encore une fois, de ce caractère raisonnable du travail fait par le collaborateur. Alors, maintenant, je rassure tout le monde, hein, une fois que j'ai dit tout ça, il est clair que dans la vie, dans la vraie vie, comme on dit, il y aurait sûrement beaucoup à dire. C'est clair et qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne respectent pas, malheureusement, tout ce que je viens de vous indiquer. Mais ce que je viens de vous dire, c'est que derrière tout ça, encore une fois, ne le voyez pas comme une contrainte, ne le voyez pas comme quelque chose de le code du travail est trop épais, oh, c'est trop complexe, etc. Voyez-le, et c'est comme ça que je crois qu'il faut considérer les forfaits jours comme un vrai outil RH. Pour que l'entreprise fonctionne au mieux, pour que les gens soient, je dirais, se trouvent dans des situations de travail les plus intéressantes, les plus, je dirais pas les plus confortables, mais pourquoi pas. Mais derrière tout ça, il y a une gestion RH fine et les forfaits jours doivent contribuer à cette gestion RH. Et gestion RH, vous le savez, qui s'est complexifiée, et ça c'est peut-être un autre sujet qu'on fera peut-être à l'occasion d'un prochain direct sur le télétravail, combien tout ça a modifié la façon de travailler. Et donc ce que vraiment je voulais attirer votre attention sur le fait que les forfaits jours, belle invention, système en pleine évolution, vous l'avez compris, mais derrière tout ça, le RH ou le dirigeant responsable devra se dire, oula, il y a derrière des enjeux de santé, c'est une chose, des enjeux d'organisation, des enjeux de travail, eh ben, sur lesquels je dois réfléchir. Et si on veut positiver, peut-être que je positive un peu trop à l'excès, cette crise sanitaire aura eu au moins le mérite de se poser un certain nombre de questions sur les conditions de travail qu'on se posait peut-être pas suffisamment auparavant. Voilà les réponses, les 8 questions, en espérant avoir apporté 8 réponses les plus pragmatiques et les plus pratiques possibles. Myriam, tu m'indiquais qu'il y avait Oui. quelques questions. Alors, sur le bulletin de paye, la mention cadre forfait suffit-elle ou faut-il obligatoirement indiquer le nombre de jours annuels du forfait? Alors, il faut Peut-on indiquer le avoir nombre. un forfait de 220 jours Voilà, par an? il faut absolument indiquer le nombre de jours. Mettre forfait jour ne suffit pas. Alors attention, je ne parle pas des cadres dirigeants. Cadres dirigeants, vous savez, on ne le dit pas suffisamment, ce sont les plus corvéables. Cadre dirigeant, il a droit à rien, sauf les dispositions sur la maternité, c'est tout. Un cadre dirigeant, ça travaille H24, 7 jours sur 7. Donc il ne faut surtout pas mettre de référence horaire dans un bulletin de paie ou même de jour pour un cadre dirigeant. Sous réserve bien évidemment qu'il ait cette qualité de dirigeant et qu'il réponde aux critères de niveau de salaire, d'autonomie, encore une fois, on revient à cette autonomie complète, et de responsabilité dans la gestion de l'entreprise. Mais pour répondre précisément à la question, il faut impérativement mettre le nombre de jours parce que ce nombre de jours varie. La loi dit que c'est 218, mais les accords peuvent prévoir moins, même parfois prévoir plus, mais avec des compléments de salaire, bien évidemment. J'ai une autre question. Pour contrôler le nombre de jours travaillés dans le mois, peut-on se contenter d'un document signé des 2 parties qui sort du logiciel de paye pour qui sort du logiciel de paye chaque mois et qui indique les jours d'absence? Et donc, par différence, on a le nombre de jours travaillés. Écoutez, je vais dire oui. Oui, parce que c'est mieux que rien. Et ça, j'aurais presque envie de dire que c'est un minimum indispensable. Il faut au moins qu'il y ait ça. Donc, la réponse est oui à 100%. Mais si vous avez bien noté tout ce que j'ai pu indiquer auparavant, eh bien, ça ne suffit pas. Parce que le seul décompte des jours ne permet pas d'apprécier l'amplitude des journées de travail et ne permet pas de, comment dirais-je, d'apprécier s'il y a une surcharge de travail ou pas. Et donc, ne permet pas aux chefs d'entreprise de remédier à des situations de surtravail. Imaginons que à la fin de l'année, notre collaborateur, il a bien ses 218 jours, tout le monde est content, sauf que vous avez quelqu'un qui est dans un état d'épuisement absolu parce que il a trop travaillé pendant ces 214 jours ou ces 218 jours. Donc là, eh bien, vous aurez manqué à la deuxième condition, au deuxième contrôle, qui est qu'est-ce que vous avez fait tout au long de l'année pour vous assurer qu'effectivement, il n'était pas dans une surcharge de travail. Et là encore, et moi je suis très, très, très marqué par tout ce que l'on entend autour de nous, qui n'a pas entendu dans son entourage quelque chose qui aujourd'hui est une vraie plaie, hein, mais qui est une réalité de burn-out, de surtravail, de surstress, etc., etc., etc. Alors, il y a peut-être de l'instrumentalisation, il y a peut-être des choses qui sont peut-être pas forcément vraies, mais, et peut-être des abus, je n'en disconviens pas,
Mais derrière tout ça, qu'est-ce qu'on va chercher? Parce que finalement, c'est ça l'enjeu. C'est que s'il y a un responsable, ça sera l'entreprise, point barre. Voilà. Et donc à partir de là, il est du rôle et de la responsabilité des chefs d'entreprise, des dirigeants, des RH, de se doter de moyens pour résister à des demandes qui seraient des demandes sûrement ou peut-être exagérées. Et puis ça, c'est l'aspect, je dirais, défensif. Mais l'aspect préventif, vous l'avez compris, et c'est ce sur quoi je souhaitais attirer votre attention, c'est que c'est aussi un vrai moyen de repenser l'organisation du travail au sein de l'entreprise. Et en ce sens-là, je trouve qu'il y a une dimension positive, intéressante et très stimulante pour nos dirigeants et RH. Et en dernière question sur le chat, on calcule le nombre de jours de repos chaque année par rapport aux dates des jours fériés notamment. Si le salarié ne prend pas tous ses CP et est donc au-dessus de son forfait, par exemple plus de 220 jours travaillés, que se passe-t-il? Alors, dans ces cas-là, si vous voulez, il y a plusieurs solutions. Ou on met les jours dans les jours de congés payés ou les jours qu'il n'a pas pris, on les met dans un CET, un compte épargne-temps. Alors on rentre dans des choses un petit peu plus compliquées. Ou on convient dans le cadre d'un avenant qui doit être fait année par année, et on essaye de le faire avant la fin de l'année, on convient qu'on va lui racheter les jours trop travaillés, et ces jours, ils sont rachetés avec une majoration à minima de 10%. Donc là aussi, peut-être que ça se justifie de racheter des jours, parce que la personne a trop travaillé, parce qu'il y a eu beaucoup de travail. Pourquoi pas? Ce qu'il ne faut pas, c'est se le faire imposer et se faire imposer des rachats de jours, alors que objectivement, le volume de travail ne le justifiait peut-être pas, et qu'une organisation de la personne sur sa façon de travailler aurait peut-être permis qu'il ne se trouve pas dans cette situation en étant débordé. Parce que vous l'avez compris, la journée d'un salarié en forfait jour, j'ai parlé des excès, ça peut être 13 heures, 10 heures, mais ça peut être aussi 1 heure. J'ai une réunion, je fais une réunion avec ma hiérarchie, avec un client, j'y ai passé 1 heure, je pars ensuite en week-end, mais j'ai travaillé 1 heure, c'est une journée de travail. Vous voyez, c'est toute cette liberté, et cette liberté, encore une fois, au risque de me répéter, il est important de pouvoir, je ne veux pas dire la surveiller, mais savoir de quoi elle est faite, pour ne pas se retrouver en quelque sorte piégé par des comportements qui seraient des comportements que l'entreprise ne serait pas en mesure de contrôler. Ok. Bon. Si vous n'avez pas d'autres questions, alors je vois que Madame Hubert, bon, voilà. Je pense que c'est bon pour les questions à Pierre-Jacques. Écoutez, on dit la parole. Bon, merci à ceux qui nous remercient. Je sais que le côté parfois un peu interactif est un peu difficile, mais profitez de ces quelques minutes. Les micros sont ouverts. Je suis prêt à répondre à toutes les questions qui ont un rapport avec ce sujet-là. N'hésitez pas. C'est un peu une première, comme on vous l'a dit, d'organiser ce genre de webinaire. On a essayé de le créer le plus interactif possible. On sait que ce n'est pas forcément facile, mais je compte bien sur les prochains directs du droit, hein, Myriam, qui vont porter sur différentes thématiques. Hein. Peut-être peux-tu nous dire, pour en terminer, je vois qu'on lève la main. Donc, T'explained. Alors, oui, bonjour. Ah, on entend, ça fait plaisir d'entendre une voix. Oui, j'imagine. Merci pour la présentation. Attendez, je peux peut-être même mettre la caméra. Et je voulais vous demander, vous disiez dans vos préconisations que la deuxième chose à faire, c'était de mettre un cadre, en fait. Donc, c'est-à-dire, Oui. par exemple, dire dans notre entreprise, pour un cadre au forfait jour, la durée de travail quotidienne, c'est 10 heures, par exemple. Oui. Que se passe-t-il si effectivement on constate que le salarié travaille beaucoup moins, par exemple, ou beaucoup plus, mais en général, ce serait peut-être plutôt beaucoup moins, et que donc il ne respecte pas vraiment le cadre, alors qu'en réalité, légalement, finalement, comme vous dites, il peut faire autant d'heures qu'il veut. Tout à fait. Est-ce qu'on peut le reprendre? Enfin, comment ça se passe? Tout à fait. Alors attendez, tout à fait. En fait, si vous voulez, on est bien d'accord que quand je dis de poser un cadre, ce n'est pas un cadre rigide. Je ne retombe pas dans la pointeuse. Qu'on ne vienne pas m'ennuyer quand j'ai fait 10h30. Oui, tout à fait. Mais si on moi, en tant que constate, patron, en ouais, tant que DRH, hein, ma question, c'est vraiment dans le sens, non, mais, la personne ne travaille que 5 heures tous les jours, voilà, par exemple. qu'on soit très clair. Alors après, si vous voulez, ah oui, alors je parlais des excès. Bon. Alors maintenant, ceux qui ne travaillent pas, le principe du forfait jour, c'est quoi les résultats? C'est quoi le livrable? Je vais aller à l'extrême. Si on a affaire à un commercial,
arrive à faire un nombre d'affaires parce qu'en 1 heure, il arrive à vendre à vendre ou à finaliser des contrats, bah, très bien, on se moque finalement de savoir qu'il y a passé 1 heure ou 5 heures. Tout à Si fait. en revanche si en revanche, n'oublions pas que ce sont des gens qui sont dans un lien de subordination. Vous considérez qu'il faut qu'il y ait des participations à des réunions, physiques, ou tout ça, on peut l'imposer. On peut l'imposer et donc après ça se traduit par une insuffisance professionnelle si les résultats ne sont pas là. Alors vous ne pourrez pas effectivement venir dire: «Ah bah, vous travaillez pas assez». Dire: «Attendez, les résultats ne sont pas là et puis on a constaté que vous n'avez pas participé à telle et telle réunion qui était importante, à tel ou tel salon professionnel où il fallait être présent» et cetera, vous voyez? Donc ça n'est pas un quand on dit il faut que les gens le comprennent, ça n'est pas comment dirais-je? Une prime à la paresse, mais ce n'est pas non plus du n'importe quoi. Et là, et ben, on est vraiment dans la philosophie, non, philosophie peut-être un peu fort, mais on est dans la logique du forfait jour. Vous avez une mission, je vous paye pour cette mission. À la limite, vous y mettez le temps qu'il faut. Je m'assure juste que vous n'y mettez pas trop de temps. Et si vous êtes très efficace, bah, tant mieux. OK. Donc des livrables avec des deadlines, en fait, Des finalement. délivrables avec des deadlines, et cetera, bien évidemment. Mais on peut parfaitement organiser. Là aussi, il ne faut pas être tétanisé. Moi, j'ai vu dans l'entreprise, tous les lundis matins, bah, c'est du présent. Alors, à l'époque, du présentiel, mais on peut le faire en télétravail. Bah, il faut être présent parce qu'on a besoin d'échanger de l'information, même si on est autonome. Il y a une équipe d'autonomes, il faut qu'ils se parlent entre eux. Vous voyez, tout ça, on peut complètement l'imposer. C'est pas un souci. OK. Et c'est pour ça que, et si vous voulez, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que on quitte le modèle, on l'a quitté depuis longtemps, le modèle fordien où je veux voir la même tête, les mêmes personnes, vous savez, dans les films des années 50, on voit tous les gens qui tapent à la machine dans la même pièce pendant la même heure. Bon, c'est passé, bien évidemment, tout ça. Mais donc, ça impose une gestion nouvelle des équipes et de tout ça, et ça vraiment le télétravail a montré que, avec tous les progrès que ça correspond, enfin tous les aspects, on le voit bien puisqu'on est quelque part en train de faire du télétravail en ce moment, bon, combien il est important à un moment donné de faire du présentiel. Euh, j'ai eu par exemple un client, il y a une dimension très créative. Et ils ont des outils, tout ce qu'il faut, des ordinateurs incroyables, des logiciels incroyables pour dessiner des choses absolument incroyables. Mais ils ont besoin à un moment donné, c'est ce que me disait le dirigeant, de se retrouver tous ensemble pour créer de façon collective. Vous voyez, ça, il faut pouvoir continuer à l'imposer, quand bien même on est en face de nous des gens totalement autonomes. OK. Eh ben, Merci. merci en tous les cas d'avoir posé une question, d'avoir été l'alibi du correct, du côté on vous donne la parole. Merci à vous. Merci à vous, c'était un plaisir d'échanger avec vous sur un vrai sujet. Vous voyez, on peut traiter des sujets parfois un petit peu, non pas rébarbatifs, mais du moins je l'espère, de façon un peu dynamique. Ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec vous et bah, petit à petit, je sens bien que ceux qui sont là participeront aux prochaines, et moi je l'espère, au prochain direct du droit. Et ça a été un plaisir pour nous et merci à Myriam derrière qui a organisé tout, mis tout en œuvre, et puis toute l'équipe d'Inextinso, parce que derrière, vous imaginez il y a toute une intendance, une technicité, et que ça ne se fait pas comme ça parce que j'arrive et que je parle. Donc vraiment, je tenais à remercier tout le monde parce que c'est un vrai travail d'équipe. Merci à tous et puis au plaisir de nous revoir une prochaine fois. Je vous salue tous. Au revoir.